Soldado Miloès. Soldat million en français, un nom de famille qui évidemment n'a rien de naturel. Mais qu'est-ce qui a valu à ce petit soldat portugais d'1,50 m ce surnom au point d'avoir fait l'objet d'un film en 2018 ? Aníbal Augusto Milaís, né le 9 juillet 1195 à Valongo dans la banlieue de Porto, mobilisé en 1915, il fait partie des 55 000 Portugais envoyés en France en 1917 dans le cadre du corps expéditionnaire portugais, le CEP. C'est d'ailleurs la première fois qu'il quitte son pays lorsque le bateau qui doit l'amener à Brest s'éloigne du port de Lisbonne. Une fois arrivé en Bretagne, il est expédié par train vers le nord de la France, à l'ouest de l'île, dans le secteur de la Lys, où va combattre le CEP pendant plus d'1 an. Milaís appartient au 15e bataillon de la 3e brigade, rattaché à la 1re division portugaise. Il sert en tant que mitrailleur, armé du célèbre fusil mitrailleur Lévis, surnommé par les Portugais Luisa. Elle pesait plus de 12 kg et pouvait cracher 500 balles à la minute. On ne sait pas grand-chose sur le vécu de Milaís entre son arrivée sur le front durant la première moitié de l'année 1917 et avril 1918, si ce n'est qu'il faisait écrire ses lettres par d'autres, car comme une partie des Portugais à l'époque, il n'est jamais allé à l'école et par conséquent, il est totalement illettré. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à l'instar de nombre de ses camarades du CEP, Milaís ne comprend pas vraiment pourquoi il est en France. Son gouvernement lui a juste dit que combattre ici, si loin du Portugal, c'est défendre sa patrie. C'est le 9 avril 1918 que l'histoire va faire entrer Milaís dans la postérité. En ce jour, débute la bataille de la Lys, lors de laquelle les Allemands jettent leur dernière force pour tenter de s'emparer de Calais et de Dunkerque, et ont choisi les positions du CEP comme le point de rupture. Et pour les raisons que je vous ai déjà expliquées dans la vidéo dédiée au CEP, les 12 km de front tenus par les Portugais sont facilement foncés par les Allemands qui progressent de 8 km et capturent des milliers de soldats. L'histoire de cette journée commence donc plutôt mal. Mais c'est ce qui va amener le 15e bataillon de Milaís, commandé par le lieutenant Fontesi, à quitter sa position de réserve derrière le canal de la Lave pour se diriger à Huitmaisons, un ensemble de fermes situées à proximité du village de Vieille-Chapelle. Durant la marche, Milaís et ses camarades ne pouvaient qu'entendre l'écho des combats de la première ligne située à 5 km. Ils parviennent à Huitmaisons à 10h du matin où ils trouvent une redoute occupée par des Écossais, des Highlanders de la 51e division qui auraient dû normalement relever le lendemain les Portugais en première ligne. Le bruit assourdissant des armes se rapproche de plus en plus, et lorsque les Allemands finissent par rentrer en contact, ils lancent leur offensive, mais sont repoussés à plusieurs reprises par les Écossais, le 15e bataillon, avec pertes et fracas. Mais vers 14h, les hommes du général Foncas commencent à contourner le nid de résistance. Le major Ferns, qui commande les Écossais, ordonne alors d'évacuer la position pour éviter l'encerclement. Mais lorsque Milaís reçoit l'ordre de son supérieur de se retirer, il refuse et préfère rester pour couvrir la retraite de ses camarades avec sa mitrailleuse Lévis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, en ne respectant pas les ordres, il risque tout simplement la cour martiale. Toujours est-il qu'il finit par se retrouver seul dans la tranchée, à tirer avec sa mitrailleuse. Pour faire illusion, Milaís, grâce à sa petite taille, se déplace furtivement en plusieurs points de la tranchée, à partir desquels il décharge ses balles. Les Allemands, qui pensaient faire face à toute l'unité, sont mis en échec à 2 reprises. Un retard de l'assaillant qui permet aux Britanniques et aux Portugais de se retirer en bon ordre. Mais Milaís finit par être à court de munitions. À son tour, il se retire et commence à errer ainsi pendant plusieurs jours, durant lesquels, totalement perdu, il cherche à retrouver son bataillon. Sans nourriture et avec sa Louisa de 12 kg sur le dos, il se dirige vers l'ouest en rechargeant son arme et en mangeant avec tout ce qu'il trouve sur les cadavres qu'il croise son chemin. Et plus il va vers l'ouest, et plus le paysage lunaire des tranchées laisse place au paysage plus verdoyant des champs et des bois. Le problème, c'est que les Allemands l'ayant déjà contourné, ils se retrouvent en arrière de l'ennemi qu'il peut croiser à tout moment. Et c'est ce qui finit par arriver. Alors là, par contre, les sources varient dans le récit. Selon Nascimento, Milaís tombe sur une colonne d'Allemands en moto poursuivant des soldats alliés, mais parfois les articles portugais que j'ai pu lire à son sujet parlent plutôt d'une colonne de Highlanders prisonniers escortés par des Allemands. Et j'avoue que là, j'aurais bien aimé avoir la biographie de Francisco Galopé, mais qui n'est malheureusement pas disponible à la vente en ligne. Alors, quelles que soient les versions, par contre, la suite ne diverge pas. Bien qu'étant seul, Milaís prend par surprise ses adversaires qu'il mitraille avec sa Louisa et les décime, libérant ou sauvant ainsi les Britanniques.
Retenir seul l'adversaire pour que ses camarades puissent se replier? Affronter seul une colonne allemande libérant un groupe d'alliés? Eh bien après tous ces hauts faits d'armes, comme si cela ne suffisait pas, il se paye en plus le luxe lors de son périple de sauver de la noyade un major médecin écossais tombé dans un marais. La région de la Lys est particulièrement humide en raison des nombreux canaux qui la traversent. Et c'est ce médecin, qui connaît apparemment mieux la région, qui lui indique la direction du lieu où se sont regroupés les Portugais. Eh bien, 4 jours après le début des combats, Augusto Milaís parvient enfin à retrouver le camp de son bataillon. Et lorsqu'il se présente à son commandant, le lieutenant-colonel João Maria Ferreira do Amaral, c'est avec la crainte des conséquences de sa désobéissance. Mais tout au contraire, ce dernier le félicite et lui dit « Chamaste Milaís, mas vales Miloès ». Tu t'appelles Milaís, mais tu vaux des millions. Ainsi naît le surnom et la légende du soldat million, O Soldado Miloès, l'histoire d'un héros dont l'ironie qu'elle est née dans le cadre d'une défaite à la suite d'une désobéissance. Alors je sais ce que vous allez me dire, bon t'es bien gentil avec ton histoire, mais qui nous dit qu'elle est vraie? Après tout, à l'instar de ce qu'a fait un certain Vassil Zaïtsev à Stalingrad, Milaís a peut-être tout simplement inventé sa propre légende. Oui, mais la grande différence, c'est que ce n'est pas Milaís qui s'est fait le porte-parole de ses propres faits, qui serait sûrement resté dans l'oubli si le docteur écossais n'avait pas raconté l'histoire de son sauveur à ses supérieurs. Le commandant du 15e bataillon portugais en fera de même avec la hiérarchie portugaise le 15 juillet 1918, et c'est pourquoi le gouvernement portugais, qui certes avait besoin d'une histoire d'un héros qui pourrait masquer le désastre du CEP à la bataille de la Lys, décide le 31 août 1918 de lui décerner la plus haute décoration nationale qui existe au Portugal et qui porte une titulature assez longue, attention, la Grande Croix de l'Ordre militaire de la Tour et de l'Épée, la valeur, la loyauté et le mérite. Rien que ça. Eh bien, Milaís reste encore à ce jour le seul soldat portugais à avoir été décoré de cette médaille. Mais que devient le héros de la Lys après la guerre? Eh bien, renvoyé au Portugal le 2 février 1919 et démobilisé, le soldat portugais le plus décoré de la Première Guerre mondiale va tout simplement retrouver sa vie austère de berger et son histoire tombe dans l'oubli. Mais en 1924, le journal Diário de Lisboa remet au goût du jour son histoire et la même année, son village Valango change de nom en son honneur et devient Valango de Milaís. Cependant, vivant dans une région pauvre du Portugal, Milaís connaît des problèmes d'argent et a du mal à subvenir à ses besoins, et c'est pourquoi en 1928, il émigre au Brésil, comme l'avaient déjà fait son frère et sa sœur, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais apprenant cela, ses compatriotes ont ressenti de la honte à l'idée de voir partir leur héros. C'est pourquoi ils ont organisé une collecte pour payer son voyage de retour, tandis que le gouvernement portugais décide de lui allouer une pension. Si bien que Milaís retourne au Portugal l'année même où il l'a quitté. Durant le reste de sa vie, au dire de sa famille, il parle très peu de la guerre. Quand il le faisait, c'était à la demande de l'Estado Novo, le régime dictatorial que connaîtra le Portugal jusque dans les années 1970, et qui, dans un but de propagande, exhibe son héros dans des cérémonies. Un simple berger décoré de la plus grande médaille, c'est bon pour l'image du régime. En 1967, à la demande de sa fille, Leonida Miloès, il raconte, lors d'un long témoignage, l'histoire de la guerre à laquelle il a participé et qui a fait de lui un héros. Il décède le 3 juin 1970, sa dépouille repose depuis dans le village qui l'a vu naître et qui porte son surnom. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire peu banale de ce soldat portugais le plus connu de la Première Guerre mondiale, et c'est la raison pour laquelle il a fait l'objet d'un film portugais sorti le 12 avril 2018 à l'occasion du centenaire de la bataille de la Lys, un film que je vous conseille d'aller voir, et d'ailleurs si vous voulez en savoir davantage, allez sur le Facebook de la chaîne où j'en fais une petite analyse. Et si de façon plus globale, vous voulez en savoir davantage sur le corps expéditionnaire portugais, eh bien vous pouvez consulter les ouvrages dont j'ai inscrit la biographie en dessous de la vidéo et qui m'ont servi à faire cette vidéo. Alors notamment celui de Nascimento. Et si vous voulez quelque chose de plus rapide, eh bien cet article de Champ de bataille, c'est avec ce dernier que j'ai découvert il y a 13 ans l'existence de ce corps expéditionnaire portugais. Sans que je ne sache que 13 ans plus tard, je ferai une vidéo là-dessus.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une longue vie et prospérité.